pour thème les chatbots store et le phénomène de hype qu'il y a pu avoir autour des chatbots. Et pour commencer, je vous propose qu'on se présente. Je suis Guillaume Moisan, je suis consultant chez Octo Technologies depuis 4 ans maintenant. Et en plus des missions un peu plus classiques de développement web et API que je peux réaliser, je me suis spécialisé autour de la thématique des chatbots et des agents conversationnels. Et je suis accompagné aujourd'hui de Maxime. Bonjour, donc je m'appelle Maxime Guilbolena. Je travaille avec Guillaume Moisan sur tout ce qui est chatbot. Je travaille aussi sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et donc on vous propose donc un petit webinaire qui s'appelle le comptoir, et on va vous présenter un petit peu le déroulé de ce comptoir. On vous propose quelque chose d'assez équilibré, en environ 25 minutes de présentation, où on va vous parler de chatbot et de toute la hype qu'il y a autour. Et ensuite, on vous propose donc une partie un peu échange avec vous, sous forme de questions-réponses que vous pouvez taper dans le chat. On va les collecter et on va revenir à la fin de la presse sur certaines d'entre elles. Et ce qu'on vous propose aussi, c'est de désactiver vos assistants au cas où, parce qu'on va beaucoup parler d'eux et ils vont se déclencher dans la présentation. Voilà. Allez, c'est parti. Je commence par vous proposer de poser une définition de chatbot et ce que c'est la hype pour qu'on soit un peu d'accord sur les termes qu'on va aborder aujourd'hui. Pour nous, un chatbot, c'est un programme qui va rendre un service à l'utilisateur sous la forme d'une conversation, en simulant une conversation, ni plus ni moins. Et ce phénomène de hype, on va parler de l'engouement soudain et massif qu'il peut y avoir autour d'une nouvelle technologie et ce qui peut venir après cet engouement. Et il y a quelqu'un qui le théorise presque très bien, c'est Gartner, qui est ce cabinet de conseil en stratégie IT, et il propose une sorte de petit modèle d'analyse qu'ils appellent le Gartner Hype Cycle, le cycle de la hype, et qui est ce petit schéma qui est applicable non pas seulement au chatbot, mais à toutes les nouvelles technologies. Et ils nous disent, voilà, ça se présente sur 2 axes. Dans les abscisses, c'est le temps. Dans les ordonnées, c'est les attentes qu'il y a vis-à-vis d'une nouvelle technologie. Et j'insiste sur le fait que c'est les attentes et non pas les capacités réelles de la technologie. Donc c'est ce qu'on projette sur ce que la technologie peut faire. Et voilà, Gartner nous dit, chaque nouvelle technologie va suivre ce cycle dans le temps. Donc pour le décrypter un peu, au début, la nouvelle technologie n'est pas encore connue, donc peu de personnes ont des attentes, peu de personnes en ont entendu parler. Et au fur et à mesure du temps, il y a des effets d'annonce, qu'on nous en parle, qu'on vient nous annoncer que c'est la nouvelle révolution, que ça va modifier totalement notre rapport à la technologie, etc. On a des attentes qui montent, jusqu'à atteindre un pic ici. Et ce qu'il faut voir, quand on atteint ce pic, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler, il y a beaucoup de gens qui ont entendu des trucs super sur cette technologie, mais il y en a assez peu finalement qui ont eu l'occasion de s'y frotter réellement, d'essayer de faire des projets avec. Et c'est pour ça qu'on a des attentes qui sont très très élevées et qui sont pas forcément en accord avec la réalité. Suite à ce pic, il y a les gens qui sont intéressés par la technologie qui vont se mettre à essayer de faire des projets avec, à faire des premiers POC, à lancer des choses comme ça. Et fatalement, ils vont se rendre compte que c'est pas aussi simple, aussi révolutionnaire que ce qu'on avait espéré. Et ils vont rapidement tomber dans une désillusion et se manger voilà un petit peu tous les murs qu'il peut y avoir face à cette technologie en se disant soit c'est pas aussi bien que ce qu'on pensait, voire carrément en fait c'est nul. Heureusement, le cycle de la hype ne s'arrête pas là, puisque au fur et à mesure qu'on va prendre du recul sur cette technologie, qu'on va se rendre compte ce qui est possible de faire avec, ce qui n'est pas possible, on va réajuster notre niveau d'attente et on va arriver vers ce que Gartner appelle le plateau de productivité. Donc ça s'applique à toutes les nouvelles technologies, mais les chatbots sont une illustration assez pertinente finalement de ce cycle, et ça s'est bien appliqué à ce cas-là. Pour Gartner, les chatbots, ça commence en 2015 à s'inscrire dans ce cycle avec donc ce point au tout début de la courbe. À ce moment-là, puisqu'on a dit les chatbots,
c'est un programme qui prend la forme d'une conversation pour rendre un service à l'utilisateur. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se dire, finalement, c'est pas en 2015 que ça a commencé les chatbots. Des programmes qui faisaient ça, ça existait avant. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la hype uniquement à partir de 2015? Parce que, je sais pas, si je vais sur un site de e-commerce fin des années 2000, je pense à, je sais pas, la Fnac ou quelque chose de genre, il y avait déjà des petits avatars qui pouvaient nous aider d'une manière ou d'une autre sous forme d'une conversation. Alors pourquoi en 2015 on parle de hype? Nous on l'explique par divers phénomènes, divers faits. Le premier, c'est l'arrivée des assistants vocaux et de leurs devices, les enceintes connectées avec Amazon Alexa et Google Home. Amazon Alexa c'était en 2014, Google Home en 2016. Et ça a apporté un peu de renouveau sur le rapport qu'il pouvait y avoir au chatbot, notamment en introduisant la voix avec la génération de texte et la reconnaissance vocale, qui arrivait sur des niveaux qui étaient quand même vachement plus élevés que ce qu'on pouvait avoir avant et qui donnaient une interaction assez fluide. Le deuxième phénomène qui a contribué à ça, c'est la multiplication des plateformes qui permettaient de créer des chatbots qui se basaient plus sur le machine learning et non plus sur les simples mots-clés qu'on pouvait avoir avant. La promesse qu'il y a derrière, c'est d'avoir des chatbots qui sont un peu plus souples dans leur compréhension des utilisateurs et qui ont globalement de meilleures performances. On a également les GAFAM, les gens du web, qui croient aux chatbots et qui y investissent, alors que ce soit par le lancement de leurs produits comme Amazon et Google, ou même à travers le rachat de startups qui sont justement ces plateformes de création de chatbots. Et ils envoient des messages assez forts avec, par exemple, Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft, qui va nous dire les chatbots sont des nouvelles apps. Donc voilà, ils contribuent à créer ce phénomène de hype. Et un dernier point que je voulais quand même soulever, c'est qu'on a parlé de machine learning. Et le machine learning, ça rentre globalement dans cette catégorie qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et un des avantages que je vois à parler d'intelligence artificielle, c'est que souvent, on ne prend pas l'effort d'expliquer ce qu'il peut y avoir derrière l'intelligence artificielle, et c'est un peu un mot magique. Et au final, ça désigne des capacités qui sont un peu floues. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pas suffisant pour comprendre de quoi on parle réellement. Et du coup, ça peut créer des attentes qui sont en décalage avec les capacités réelles de la technologie. Donc voilà, tous ces phénomènes, ça a fait que dans les dernières années, on est passé par ce cycle pour les chatbots. Et là, je vous ai mis un petit peu les publications de Gartner là-dessus, où est-ce qu'ils situaient au fur et à mesure des années les assistants virtuels. On voit qu'en 2015, c'était le début. 2016-2017, on était en plein dans la montée. Et à partir de 2018-2019, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont pu s'essayer au chatbot et parcourir ce cycle de la hype. Et là, en 2020, ils l'ont pas encore sorti, mais je pense qu'on est bien au fond dans la désillusion. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on est dans la désillusion que soudainement les chatbots sont devenus nuls. Faut voir que du coup, plus de gens ont pu s'essayer à la technologie et vraiment comprendre ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle pouvait pas faire. On a plus de recul aussi sur les cas d'usage et sur leur pertinence. Où est-ce que c'était intéressant de mettre un chatbot? Où est-ce que ça pouvait apporter vraiment quelque chose à l'utilisateur? Et où est-ce qu'au final, il valait mieux privilégier plutôt un autre canal de communication? Et pendant ce temps-là, pendant que nos attentes faisaient un petit peu les montagnes russes, on a les plateformes de construction de chatbots qui, elles, n'ont fait que s'améliorer et qui continuent de s'améliorer. Donc, tout ça pour dire qu'au final, c'est pas moins bien, c'est pas nul de commencer un chatbot en 2020. Au contraire, c'est peut-être, il y a peut-être un engouement qui est moins fort au global, mais ça rend pas le produit en lui-même moins pertinent, parce qu'au contraire, on a plus de recul, on sait mieux ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire avec, et on a des meilleures plateformes. Voilà pour ce phénomène de hype. Avant de passer à la suite, on a encore un terme qu'on doit définir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un chatbot store? Nous, on propose cette définition. C'est une plateforme qui permet d'exposer des chatbots, qui soient vocaux ou textuels, et de les rendre accessibles aux utilisateurs. Donc, comme par exemple une application de messagerie comme Facebook Messenger, un assistant virtuel comme Amazon Alexa, Google Home, etc. Et pour illustrer
avec un fait d'actualité, ce cycle de la hype sur un réel chatbot store, je vais passer la main à Maxime. Ouais, merci Guillaume. Donc en fait, moi ce que je vous propose effectivement, c'est là on a vu un peu la théorie de la hype pour les nouvelles technologies avec cette courbe de Gartner. En fait, moi je vous propose de l'illustrer par des faits au cours de ces dernières années et donc de voir ça avec un cas concret qui est Facebook avec son chatbot store. Donc en fait, souvenez-vous, en 2016, il y a eu donc la grande conférence annuelle F8. C'est la grande messe de Facebook. Et lors de cette conférence, il y a plusieurs annonces qui sont faites. La première, c'est un nouveau design donc, de l'application de messagerie avec une apparition d'un nouvel onglet qui s'appelle Discover. Donc, il y a première annonce. Deuxième annonce, c'est la grande arrivée donc, des chatbots. Les chatbots sont annoncés comme la chose immanquable, la technologie parfaite dans notre quotidien. Donc voilà, ça sera la grande révolution. Donc Facebook annonce en fait, en plus, essaye de convaincre en disant que les assistants intelligents seront présents partout, puisque finalement tout le monde a Facebook, tout le monde a l'application Messenger et on est sans cesse connecté à notre téléphone. Donc finalement les chatbots sont tout le temps avec nous. Un petit message aussi pour la partie business en disant que c'est un très bon substitut à la mise en relation entre les marques ou les entreprises avec leur clientèle qui sont finalement les utilisateurs de Messenger. Donc, suite à ça, on a eu quelques chiffres. En 2016, en gros, Facebook annonce à peu près 11 000 chatbots sur sa plateforme. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer donc, toute la hype. Et en fin de compte, là, je vous propose de regarder un petit peu la désillusion qu'on a entamée maintenant depuis quelques mois, même voire. Enfin, c'est assez dur de la pointer du doigt exactement, mais bon, voilà, juste pour remettre certains événements sur la désillusion. En gros, ça a été annoncé l'année dernière, mais ça a été mis en pratique en mars de cette année. Donc, en fin de compte, on a eu la disparition de l'onglet Discover qu'on avait tantôt annoncé. Et en fait, ça, c'est suite à un changement de direction. Donc, en fin de compte, donc c'est avec Stan Chbosky qui a repris un peu les rênes et qui souhaite une rupture avec la philosophie qui avait été mise en place. C'était une philosophie de design qui était de tout faire, de tout retrouver dans son application de messagerie. Ça avait été mis sous David Marcus. David Marcus est maintenant plutôt sur la partie blockchain de Facebook. Du coup, Stan recentre en fin de compte l'application sur son rôle principal qui est la messagerie entre utilisateurs. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? En fin de compte, il retire toute la partie un peu liée au business. Donc, on retire donc la partie un peu discover. Et l'impact, c'est surtout sur les centres de clientèle qui étaient basés justement sur l'interaction textuelle. Donc, on pourrait se dire qu'il n'y a plus d'accès direct parce que l'onglet Discover a disparu. Par contre, les chatbots sont toujours en fait disponibles. Aujourd'hui, vous pouvez sortir votre application et toujours accéder à vos chatbots que vous aviez peut-être l'habitude. Déjà parce qu'ils apparaissent toujours dans vos contacts, donc en accès direct. Ou sinon, il y a une petite astuce, c'est qu'en fait, vous tapez dans l'onglet Recherche. Et si vous voulez découvrir des nouveaux chatbots sur une thématique, vous tapez cette thématique et finalement, comme par magie, il y a un peu l'onglet Discover qui réapparaît avec tous les contenus à l'intérieur. Alors voilà, donc moi je vous ai un petit peu évoqué un changement de direction, etc., un recentrage. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres raisons? En fait, on ne le sait pas exactement. Donc, est-ce qu'il y a des raisons économiques? Peut-être parce que finalement, ce qui a pris un petit peu la place des chatbots, ce sont les stories. Et les stories, il y a peut-être aussi un argument économique derrière pour Facebook. Est-ce qu'il y a une notion aussi de pertinence des chatbots est-ce qu'il y a eu des retours là-dessus? Ça, par contre, on n'en sait pas. On ne sait pas du tout, pardon. Donc, suite à la désillusion, moi, je vous propose d'aller voir. On peut se poser en fin de compte quel est le next, donc quelle serait la suite. Est-ce que finalement, c'est mort sur Facebook Messenger en tout cas?
Est-ce que c'est la fin aussi des chatbots? On pourrait se poser légitimement ce genre de questions. Mais en fait, je pense qu'il faut regarder un petit peu ce qui se passe et en fin de compte, on ne peut pas se prononcer aussi clairement. On voit qu'en fin de compte, Facebook est quand même un très gros acteur quand même sur le marché des chatbots. Il est multi-acteur, il est à la fois, donc, il propose toujours, en fin de compte, son chatbot store, il est toujours présent, il y a juste une présentation un peu différente. Finalement, il participe aussi beaucoup pour les librairies, pour les développeurs, ceux qui souhaitent en fin de compte développer leur chatbot. Et en plus de ça, ils investissent beaucoup sur leur moteur de compréhension du langage naturel. Et c'est là-dessus que je voudrais un petit peu mettre un petit accent. En gros, en mai, il y a eu donc en mars, on a eu la disparition de Discover, mais en mai, il y a l'équipe en gros de recherche de Facebook qui sort son nouveau moteur qui s'appelle Blender et donc son nouveau chatbot. Alors Blender, quel est son objectif? C'est de parvenir donc à une interface conversationnelle. C'est un chatbot en gros capable de connaissances, d'ingérer des connaissances. Donc il est capable de s'entraîner, et en gros, alors là, ils vont un petit peu plus loin, c'est qu'ils développent une personnalité. Ça se fait assez rarement. Mais tout en faisant preuve d'empathie. Et ça, c'est un peu nouveau quand même, l'empathie. Alors, petite particularité quand même pour le moteur de Facebook. En gros, il s'entraîne, il pré-entraîne le moteur sur le réseau social Reddit. Et son but, en gros, c'est de prévoir à l'aveugle les réponses et les réactions des internautes. Donc Reddit, en gros, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est un réseau social où on pose des questions et toute la communauté peut y répondre. Et d'après Facebook, les premiers résultats sont très bons, puisqu'apparemment, ils seraient meilleurs que ceux des concurrents. Donc les concurrents, c'est Google, c'est aussi Microsoft qui avait aussi fait des expérimentations avec Twitter. Le projet est disponible en open source sur GitHub, donc je vous ai mis le lien. Et après, ce qu'il faut savoir, quand même, il y a une politique aussi derrière Facebook à travers ce moteur. En fait, il développe d'autres compétences de machine learning, notamment sur le calcul matriciel ou sur l'entraînement. Comment apprendre une langue sans dictionnaire, par exemple. Et en fin de compte, toutes ces connaissances qu'il développe un peu aux alentours, en fin de compte, il souhaite les intégrer après dans Blender. Voilà, ça c'est un peu la stratégie qu'a Facebook pour la suite. Voilà, donc là on a vu un petit peu le cas avec Facebook. Là, ce que je vous propose, c'est de faire aussi un petit tour sur les autres. Il y a Google et il y a Amazon encore sur le marché des chatbot stores. Ok. Donc, première chose à savoir, c'est quand même qu'il existe des grandes différences entre Messenger et Alexa et Google. La première, c'est que finalement, dans l'interaction qu'on a avec le chatbot, finalement, pour Alexa et Google, en fait, on demande une mise en relation avec le chatbot qu'on a développé. Et en fin de compte, c'est là que peut apparaître les premières différences d'architecture, c'est que finalement, on va parler en fin de compte de skills, de compétences ou de services. Et en fin de compte, ces compétences, on va venir les rajouter, on va venir les plugger à l'assistant principal qui est Alexa ou Google. Une autre différence majeure, c'est le canal de communication. Sur Messenger, on va dire que le canal qui est utilisé, c'est le texte. On peut utiliser le vocal, mais c'est quand même le texte à travers la messagerie. Alors que Alexa et Google, en fin de compte, c'est la voix qui est privilégiée. Et cette différence, elle est majeure puisqu'on ne design pas de la même manière son chatbot pour le texte ou pour la voix. Pour continuer un petit peu sur le canal de communication, la voix, ça se réfère à, j'aurais tendance à dire, à une utilisation un petit peu plus experte. En tout cas, elle renvoie vers une certaine habitude pour l'utilisateur. En fait, on peut y voir, il y a encore un petit peu quelques freins sociaux, notamment dans la rue. Est-ce que dans la rue, vous allez finalement parler à votre chatbot je sais pas. Ça se fait de plus en plus. C'est vrai qu'on avait maintenant on a les oreillettes et donc on n'est plus trop étonné de voir des personnes parler dans la rue. Mais bon, il y a peut-être toujours un petit peu ce frein social qui existe. Donc voilà, finalement c'est pas de la même manière qu'on communique.
Au sujet de la découverte des chatbots, auparavant, donc, Messenger avait Discover et maintenant il y a l'outil de recherche, etc. et tout. En fin de compte, Alexa et Google, finalement, c'est pas si simple de découvrir des nouvelles compétences, de découvrir des nouveaux chatbots qu'on aurait développés. En fait, il faut passer par un peu des sous-menus et là, on tombe sur une liste et on peut rechercher quelles compétences on voudrait lier à notre assistant principal. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certains services qui profitent d'une meilleure intégration, d'une plus forte intégration avec l'assistant que les autres. Et en fait, je prends pour exemple tout ce qui est enceinte, musique, ampoule, écran connecté. En fait, ces types de services profitent d'une très forte intégration. Et finalement, c'est quoi la différence? Eh ben, en fin de compte, on ne va pas avoir besoin d'avoir cette mise en relation. On ne va pas dire, OK Google, est-ce que je peux parler au chatbot sur la lumière? En fait, on va directement dire, allume-moi les lumières. Et ça fait quand même une certaine différence entre l'intégration qu'on souhaite. Il y a néanmoins quelques avantages, en tout cas pour ces plateformes, c'est que déjà, ça ne nécessite pas du tout d'installation pour l'utilisateur. Et ça s'adapte vraiment aux besoins qui est exprimé par l'utilisateur. En fait, quand on utilise un chatbot, généralement, on a un problème et on veut avoir une réponse et une seule réponse. On ne souhaite pas que ça mette 36 échanges pour savoir notre réponse. Et en plus, on veut que ça soit rapide. Mais après, suite à ça, généralement, on n'utilise plus trop le chatbot. On a eu notre réponse et c'est fini. Et donc, en fait, voilà, ça s'adapte. Ce genre de store s'adapte pleinement à ce type de besoin, puisque on teste et c'est bon. On consomme, on a notre réponse et c'est terminé. Un autre avantage qu'on pourrait voir, mais sur le plus long terme, c'est que finalement, les objets connectés rentrent de plus en plus dans le quotidien au travers des périphériques connectés. Donc, excusez-moi, je crois que je me suis un peu redit, mais en gros, grâce à ces périphériques, qui intègrent des assistants, on peut donc les solliciter plus facilement dans notre quotidien. Donc là, on a vu un petit peu tout ce qui est assistant des GAFAM, mais en fait, Guillaume va vous parler d'un autre store, en fait. Effectivement, il y a une dernière alternative à tous ces géants du web. Au final, c'est votre propre store. On a dit qu'un chatbot store, c'est une plateforme qui permet de mettre à disposition des chatbots. Et ben, vous en avez très certainement un dans votre entreprise qui est soit votre propre site web, soit votre propre app mobile. Et on voulait quand même évoquer les avantages et les inconvénients que peut avoir cette solution. En commençant par les avantages. Le premier, c'est qu'on maîtrise totalement comment on va mettre en avant son chatbot. Par exemple, le mettre en avant uniquement sur certaines pages. Si vous avez un chatbot qui est très utile pour de la relation client, vous allez peut-être le mettre à disposition uniquement sur la page de section d'aide de votre site web ou de votre application mobile, là où il sera utilisé de la meilleure manière. Vous avez la possibilité de mettre en place de l'A/B testing, qui est donc rendre le chatbot uniquement disponible à une certaine sous-population, si vous voulez faire un déploiement progressif, par exemple. Vous n'avez pas besoin pour vos utilisateurs d'être inscrits sur une messagerie instantanée ou un réseau social où vous utilisez les assistants, ce qui peut être intéressant, notamment si on cible certains types de populations. Vous avez également une plus grande maîtrise du flux de données, notamment si vous gérez des données sensibles et que vous n'avez pas envie qu'elles transitent par les serveurs de Facebook, de Google, dont vous ne savez pas trop comment c'est traité. Et vous n'avez pas la main forcément pour effacer ces historiques de conversation. On a également une intégration qui peut être particulièrement forte avec une application web et mobile, où le bot, on peut imaginer que le bot agisse sur le reste de l'application avec, par exemple, l'ouverture d'une page qui a un formulaire pré-rempli grâce aux informations qu'aura collecté le bot dans la conversation. On peut imaginer sur un site de e-commerce que la conversation avec le bot déclenche l'ajout d'un élément au panier ou ce genre de choses. Donc voilà, avoir une expérience vraiment intégrée de votre bot au reste de l'application. Et enfin, le grand avantage de ne pas être sur les stores du géant du web, c'est l'indépendance vis-à-vis
de leur stratégie de mise en avant. Par exemple, voilà, avec la disparition de l'onglet Discover sur Facebook, si vous aviez misé dessus, c'est un peu dommage parce que du coup, ça a disparu sans qu'on vous demande votre avis. Et également l'indépendance vis-à-vis des politiques de validation qu'il peut y avoir sur le déploiement des chatbots. De la même manière que sur les stores des applications mobiles, on peut avoir des politiques qui demandent à ce que votre application soit validée avant qu'elle soit disponible. On a à peu près la même chose qui est mise en place, même si c'est à des niveaux moindres, sur les chatbots. Donc, ça vous permet de ne pas vous soumettre à ces politiques de validation si vous ne le souhaitez pas. Il y a quand même quelques inconvénients à être uniquement sur son propre site web ou sur sa propre app mobile. Sur une application mobile, c'est basique, mais bon, l'application doit être installée. Donc, pour faire écho à ce que disait Maxime, souvent, les gens qui veulent un chatbot, qui veulent une réponse claire et rapide à des sollicitations sur l'instant. Donc, si on a tous ces freins de devoir déjà installer une application mobile pour pouvoir parler à notre bot, il y a des grandes chances que ça freine un peu son utilisation si l'utilisateur n'avait pas déjà l'application. En deuxième, on ne bénéficie pas de l'exposition que peut proposer un chatbot store, parce que même si elle peut être réduite, voilà, on est un peu soumis au bon vouloir des géants du web, mine de rien, ça fait quand même une exposition. Si on recherche sur Messenger le nom de mon entreprise, on peut facilement quand même trouver son chatbot. Donc, on ne bénéficie pas de ça. Et le dernier point, c'est un coût d'implémentation qui va être en général un peu plus élevé pour un chatbot store classique, parce que vous allez devoir faire recours à un profil technique pour intégrer au sein de votre propre site web ou au sein de votre app mobile ce chatbot. Et éventuellement, ça va vous demander une synchronisation entre équipes, entre l'équipe qui a la charge du chatbot et celle du site web ou de l'app mobile, si c'est deux équipes différentes. Donc, il y a un coût de mise en place qui est un peu plus élevé. Mais faut quand même mesurer cet impact en disant que ça peut être grandement facilité par les outils, les SDK, qui sont proposés en général par les plateformes de création de bots, qui ont tout intérêt à faire que ce soit simple pour vous de le déployer. Donc ce coût, il est un peu plus élevé, mais c'est pas non plus, en général, on réinvente pas la roue, quoi. Et pour conclure sur cette présentation entre les différents modes de déploiement, il y a une dernière solution qui existe, en fait, de profiter du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire déployer à la fois sur une plateforme des géants du web comme un assistant virtuel et sur une application mobile ou un site web, le même chatbot. Parce que quand vous développez un chatbot, la plupart de vos efforts va être concentré sur la partie moteur NLU, donc tout ce qui est compréhension du langage, entraînement du chatbot pour qu'il puisse comprendre vos utilisateurs, et l'enrichissement de ses réponses, la création de scénarios, d'arbres de conversation, etc. Donc vraiment, la plupart de vos efforts vont être à ce niveau-là. Et finalement, c'est pas un surcoût si énorme de devoir faire des déploiements sur différentes plateformes. Alors, certes, comme l'a évoqué Maxime, il faut peut-être prévoir, selon s'il va être utilisé en vocal ou en textuel, des interactions un peu différentes, mais ça se gère assez bien sur la plupart des moteurs de création de chatbots. Voilà qui conclut notre présentation, cette première moitié de ce comptoir. Et je propose qu'on regarde s'il y a des questions qui nous ont été adressées. Donc, n'hésitez pas à taper dans le chat si vous avez des questions pour nous, on pourrait y répondre. Alors, on a une première question, en gros, qui nous demande pourquoi est-ce que Facebook a choisi Reddit pour entraîner son intelligence artificielle et non pas les données utilisateurs de sa propre plateforme. Je pense pouvoir apporter une réponse là-dessus. En gros, c'est que il y a plusieurs choses. Déjà, Reddit est un réseau social public, alors que Facebook ne l'est pas. Les publications qu'on fait ne sont pas forcément publiques, ou en tout cas, après, il faudrait accéder qu'à certaines pages, donc ça limite vachement, en fin de compte. Et après, il y a aussi autre chose, c'est que Reddit correspond dans les données qui sont échangées entre utilisateurs, correspondent vraiment, à travers les questions et les réponses, à une interaction qui est proche de celle d'un chatbot.
finalement, sur Facebook, vous n'allez pas forcément répondre à une personne parce qu'elle a posé une question. Elle a peut-être échangé sa photo de vacances, ses dernières news, mais du coup, ce n'est pas exactement la même interaction qu'on aura avec un chatbot. Donc, en fait, il faut faire vachement attention aux données, à la forme des données. Et je pense que Facebook a choisi Reddit pour ces raisons-là. Guillaume, est-ce que tu vois alors d'autres réponses, de questions? Je peux me mettre Ah, tu les vois pas sur... forcément? Tu veux que je te les dise peut-être? Bon, écoute, oui, soit tu veux les dire, soit je peux me mettre sur Non. sur Alors le vas-y. document. Niveau RGPD, qu'est-ce qui implique d'avoir un chatbot store sur son propre site web app mobile? Site web, propre app mobile. Niveau RGPD, on a la question des données personnelles qui va être au final à peu près la même que sur le reste du site web. C'est-à-dire que on n'est pas censé garder des données voilà, qui, du moins Personnel. voilà, personnelles, qui permettent d'identifier de manière comment de manière personnelle, enfin sans aucun doute une personne unique. Donc il y a un effort qui va être mis. Alors c'est vrai à la fois qu'on soit sur son propre site web ou sur sa propre app mobile, mais d'analyse des logs du chatbot pour s'assurer que si on a des informations qui identifient les utilisateurs, vu que c'est un champ de saisie libre, potentiellement ils peuvent mettre des données un peu sensibles sans qu'on puisse maîtriser ce qui est mis dedans. On peut demander une vigilance particulière aux gens qui revoient les logs de ces chatbots dans un but d'entraînement, de supprimer systématiquement ces logs qui pourraient identifier les utilisateurs ou avoir des données personnelles un peu touchy. De toute façon, d'avoir un chatbot sur son site web ou sur Messenger, finalement, alors tout dépend où est le moteur, mais en fin de compte, vu que les phrases, les interactions des utilisateurs vont passer par le moteur, dans tous les cas, on sera concerné. On sera concerné par la RGPD puisque finalement, ces données-là, il faut faire attention qu'il n'y a pas de données personnelles, il n'y a pas des moyens pour retrouver et identifier la personne. Donc, dans tous les cas, il y a la notion de RGPD qui concerne, peu importe le store. Alors, on en a une autre question. Au final, est-ce que les bots évolués, c'est-à-dire qui dépassent la simple foire aux questions, questions-réponses, ne sont pas en concurrence frontale avec des apps déjà bien implantées? Les fonctionnalités sont les mêmes, le support est le même, smartphone principalement, l'interface avec l'utilisateur est juste différente. Alors, c'est vrai que justement, ça fait un petit peu partie de ce qu'on a pu voir dans la désillusion, dans ce cycle de la hype. C'est-à-dire qu'au début, on avait un peu une projection d'idée que les chatbots allaient remplacer toutes les apps, etc., que ça allait vraiment devenir le nouveau standard. Et on s'aperçoit que c'est pas vrai, qu'il y a des cas où c'est pas pertinent. Et effectivement, quand on est sur un chatbot, on est sur une interface de conversation qui est quand même bien définie. On est souvent sur une petite bulle de chat qui nous limite à quelques lignes de texte, éventuellement des images, des carousels, ce genre de choses. Mais ça ne nous offre pas non plus le panel que peut avoir un site web ou une app native. Et donc, il y a plein de cas où la réponse, c'est quand on se dit comment je mets à disposition ce service, où c'est pas la réponse, c'est pas à faire un chatbot, mais juste améliorer l'app existante ou ce genre de choses. Après, un des avantages au chatbot, c'est que ça peut venir complémenter ce service, voire offrir un petit peu ce service en double, mais le présenter sur une autre plateforme. Par exemple, voilà, si on est sur ces plateformes de chatbot store et qu'on veut rester au sein de cette application, comme Facebook Messenger,
on n'a pas à aller chercher à droite, à gauche les apps des uns des autres, éventuellement les installer, mais on peut peut-être avoir un accès plus facile à cette donnée. Un cas qui est particulièrement pertinent où ça peut avoir un effet un peu bénéfique sur l'utilisateur, c'est pour un peu décharger les centres d'aide finalement, les sections d'aide, proposer un chatbot à ce niveau-là. Ça permet de cibler le besoin de l'utilisateur sans le forcer à le faire passer par plein de pages différentes pour arriver à la section qui l'intéresse. Donc, on dépasse un petit peu la simple FAQ parce qu'on a quand même des arbres de conversation. On va poser des questions aux utilisateurs pour qu'ils précisent son besoin, etc. Mais on lui apporte quand même une vraie valeur et éventuellement, il y a un phénomène qui est possible aussi, c'est sur ces cas d'usage de centre d'aide, de commencer une conversation avec un chatbot, puis de débrancher ensuite vers un conseiller réel, là où le chatbot aura fait toute la partie un petit peu rébarbative du travail, qui est de poser toujours les mêmes questions à l'utilisateur pour bien passer par l'arbre imposé par le centre d'aide. Je ne sais pas si Maxime, tu peux apporter quelque chose. Ouais. Non, mais ouais, j'ai peut-être deux petits compléments, effectivement, à déjà ta réponse complète. C'est, en gros, effectivement, comme tu l'as dit, dans la désillusion, il faut faire attention parce que c'est aussi le choix des bons cas d'usage. Et en gros, le canal d'interaction de l'utilisateur est très important. En fait, au travers de notre expérience, en fait, on a constaté qu'il y avait certains cas d'usage qui n'étaient pas pertinents suivant le canal de communication. Je vais vous citer un exemple. Est-ce que vous êtes capable de remplir un formulaire à la voix? Et en fin de compte, ce cas d'usage, si vous devez remplir un formulaire par la voix, en fait, vous ferez 1, 2 questions, 3 questions grand max. Si vous êtes patient, au bout d'un moment, vous lâcherez l'affaire. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas adapté. Et c'est là-dessus en fait, qu'il faut faire très attention. C'est déjà, première chose, c'est le cas d'usage. On a dit comme quoi les chatbots, pour l'instant, répondent. On a une question, on a un besoin, et on veut qu'il soit répondu le plus rapidement possible. Donc déjà, ne pas se mettre dans un enchaînement d'interactions avec l'utilisateur. Et après, c'est le canal de communication qui est choisi. Est-ce que c'est textuel? Est-ce que c'est vocal? Et du coup, il faut faire attention à ça. Donc, est-ce que ça va remplacer? Non, je ne pense pas. Je pense que ça servira plutôt à soit améliorer une partie, peut-être du site web ou de l'application mobile. Il y aura une meilleure interaction. Ça répondra peut-être un petit peu plus aux besoins. Mais je ne pense pas que ça soit un total recouvrement de la globalité du périmètre du site web ou de l'application. Ouais, je pense que de la même manière qu'on a un nouvel, enfin, c'est pas quelque chose qui va remplacer les sites web ou les applications mobiles. Je pense que c'est juste un nouvel outil dans la grande boîte à outils qu'on a dans nos technos. La question, c'est vraiment se poser la question, est-ce que c'est pertinent d'utiliser cet outil pour ce cas d'usage? Et souvent, enfin, maintenant, on peut se dire que souvent, non, c'est pas le bon outil, mais qu'il y a déjà quelque chose dans l'application ou whatever qui peut être amélioré pour faire le job aussi bien, voire mieux. Mais il reste pertinent dans certains cas précis. Ok, on a une autre question de Jean-Baptiste qui nous demande est-ce qu'il y a des forts enjeux de sécurité sur les chatbots évolués? On pourrait tout à fait imaginer que si le système n'est pas assez maîtrisé ou trop libre, il puisse dévoiler des informations confidentielles qui lui auraient été communiquées. Ouais, ça m'intéresse ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu sous-entendu dans cette question, c'est que du coup, on est sur un chatbot de type un peu auto-apprenant, dans le sens où on lui donne accès à des sources de connaissances et que c'est le chatbot qui, en autonomie, va apprendre ce qui doit répondre à certaines questions et déterminer lui-même un petit peu la réponse qu'il doit faire, comment il doit extraire ses données, etc. Avec potentiellement un ensemble de données qui est
qui est confidentiel. Donc, par exemple, un chatbot qui serait auto-apprenant sur un sur un site de e-commerce et qui me donnerait les informations de commande du voisin. On peut se rassurer sur certains points. C'est que les chatbots de ce type, on va dire auto-apprenants, auxquels on laisse l'autonomie pour formuler des réponses en leur donnant seulement une base de connaissances à manger, c'est plus des choses qui sont au stade de recherche et pas vraiment en production en ce moment. On l'a vu avec l'exemple de Facebook et de Blender qui mange un petit peu toutes les connaissances qu'il peut y avoir sur Reddit et qui va déterminer les réponses qu'il doit fournir lui-même. Là, c'est l'équipe de recherche de Facebook qui travaille sur ce sujet. On a eu des exemples aussi de côté de Microsoft. Mais pour tous les chatbots, on va dire, qui sont en production et qui tournent avec des outils un peu plus classiques, un peu plus, enfin, tous les outils qui sont disponibles dans le commerce, on va dire, c'est bien à l'équipe qui crée le chatbot de définir précisément les règles et les réponses que le chatbot va formuler, créer tous ces arbres de conversation, l'enchaînement, imaginer l'enchaînement des questions, des réponses. Ça reste un effort et un travail qui est fait par un humain et du coup, on n'a pas vraiment ce risque de dévoiler des informations confidentielles, à part si l'erreur est humaine à la base. Ouais, on est clairement, aujourd'hui, on est sur des technologies. Alors, effectivement, il y a, comme tu le dis, Guillaume, il y a vraiment la phase de recherche avec Microsoft qui a testé sur Twitter son chatbot. Et voilà, il y a Facebook aussi avec Blender. Mais sur les autres technologies qui sont en production, on est sur du supervisé, en fait. Donc, la phase d'apprentissage, elle peut se faire de manière automatique. Après, on va peut-être peaufiner un petit peu sa phase d'apprentissage. Donc, ça, on peut le faire. Par contre, après, donc il va détecter une intention. Mais après, la réponse, c'est à nous de décider, en tant que concepteur du chatbot, quelle est la bonne réponse. Voilà. Et pour répondre un petit peu au côté un peu autre que sécurité, il y a aussi d'autres... on va dire d'autres outils qui sont en train de se développer pour les chatbots. Ce sont donc finalement l'identification grâce au vocal. Et en fait, ça, déjà, on l'a déjà en place. Je pense, par exemple, si vous avez un Google chez vous, un Google Assistant, pardon, en fait, il est capable déjà de détecter qui est la personne qui vous parle. Donc moi, j'ai déjà fait un test chez moi, je passe des ordres, et à un moment, il y avait des ordres qui étaient un petit peu plus sensibles, et c'est une autre personne chez moi, donc dans mon réseau local, qui a voulu passer l'ordre. Il n'a pas voulu répondre car ce n'était pas on va dire l'utilisateur, administrateur, on va dire. Donc on est capable. Alors, est-ce que tous les chatbots dans le commerce le font? Je ne pense pas, puisque ça reste quand même assez pointu comme technologie, mais on est capable d'identifier la personne avec sa signature vocale. Ouais, exactement. Je sais qu'il y a cette question qui se pose aussi dans le milieu bancaire, par exemple. J'ai envie de consulter mon compte. C'est un besoin qui est très rapide et j'ai envie que j'ai une réponse rapidement. Finalement, il y a des notions de sécurité. C'est est-ce que je dévoile la réponse? Et donc déjà, il y a la notion un petit peu d'identification. Il ne faudrait pas que n'importe qui demande ce genre de choses. Et après, c'est quel canal de communication je choisis pour restituer la réponse. Est-ce que je le dis par haut-parleur? J'ai peut-être pas envie de mettre dans l'embarras mon client parce qu'il est dans le négatif ou peu importe en fin de compte son solde. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir comme connaissance pour les chatbots, c'est qu'on peut choisir le canal de communication. Et finalement, un chatbot qui reçoit de la voix peut décider soit de répondre par voix ou il pourrait répondre en fin de compte, je t'ai envoyé ton solde sur ton téléphone. Comme ça, je suis certain que c'est bien la bonne personne qui accède aux informations. Donc, on peut totalement faire ce genre de choses. Alors, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous voulez. Sinon, on en a une pour vous, en vrai. On en avait préparé une avec Guillaume pour vous.
Si tu retournes sur les slides, Guillaume. Ah oui, tout à fait. Hop là. En fait, on se posait la question, c'est si on devait refaire un comptoir pour parler des chatbots, en fait, on serait curieux de savoir qu'est-ce que vous auriez envie d'entendre, quel sujet vous voudrez qu'on peaufine pour vous apporter un peu notre vision. Voilà, ça, on est vraiment preneur. Nous, on a plein de sujets, mais des fois, on ne se rend pas forcément compte de qu'est-ce qui est intéressant pour vous. Donc, on vous laisse un peu la parole libre là-dessus. Et si vous voulez un autre comptoir chatbot dans les prochains jours, mois. Alors, sujet possible, les différentes plateformes, création, conception de chatbot. Ouais, c'est vrai, on peut parler de ça. On peut tout à fait parler de ça, faire une petite présentation sur les plateformes. Il y a Guillaume aussi qui nous dit éventuellement un Rex d'implémentation. On peut éventuellement faire ça, effectivement. On a quelques Rex. Ok. Faudrait voir comment est-ce qu'on l'agence parce que on va peut-être le rendre anonyme. Oui. Ouais, je pense qu'on l'anonymisera. Mais oui, clairement, voilà, c'est typiquement des sujets dont on peut parler. Tester un chatbot spécial pour le comptoir. Pourquoi pas? C'est un gros challenge, mais pourquoi pas? Des exemples en entreprise, même anonymisés. Ok, bon, ça revient avec le Rex, pourquoi pas? Enfin, disons qu'on pourrait le rajouter avec le Rex en tant que... Ouais, est-ce que les chatbots marchent vraiment? Quelles sont leurs limites, les meilleurs cas d'usage? Ouais, ça pourrait être intéressant de développer vraiment cet aspect limite, ce qui est possible. Ça peut être assez drôle, ouais. Ça. Un sujet genre mauvais chatbot, bon chatbot. Genre on montre un peu... Alors, ouais, on va pas pointer du doigt ceux qui sont mauvais, mais disons qu'on va essayer de donner des exemples où il y a des très mauvaises réponses et en fait, qu'est-ce qui va pas? On pourrait essayer de faire ça. Ça pourrait être assez drôle, ça. Ça demanderait un peu de travail, mais franchement... est-ce que... Ouais, ok, bon, bah... Non, c'est cool. C'est cool si vous avez des... Alors, des exemples de bots qui sont utilisés régulièrement par les utilisateurs. Alors ça, c'est... pour répondre en toute franchise, c'est aussi ce qui nous intéresse. On a quelques exemples, mais en fait, on a... Même sur les... J'ai cherché des chiffres pour les plateformes, et on a très, très peu d'infos. En fait, très peu communiquent, que ça soit sur des fails. Ça serait intéressant en fait de savoir pourquoi telle entreprise n'a pas réussi, ou au contraire, pourquoi est-ce quels sont le nombre d'utilisateurs. En fin de compte, les entreprises généralement ne communiquent pas trop, et les stores aussi. Finalement, on a du mal à trouver des chiffres là-dessus. Je pense que c'est intéressant pour les exemples de chatbots qui marchent pas. Malheureusement, je pense effectivement qu'il y en a qui vont beaucoup ne pas communiquer sur les chiffres parce qu'il y a beaucoup de chatbots qui se sont lancés, parfois justement dans ce phénomène de hype, d'engouement pour des mauvaises raisons sur des mauvais cas d'usage et que du coup ils mettront pas trop en avant le fait que ça n'a pas super bien marché. Il y a Eric aussi qui nous demande de montrer les limites actuelles entre la recherche et l'opérationnel. Ça, par contre, on a des éléments là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, il y a un peu du rêve qui est vendu sur les sujets de recherche et des capacités qui sont annoncées. Et dans les produits qui sont disponibles actuellement sur le marché, finalement, ça vend un peu moins du rêve, même si ça marche bien. Cool. Bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes vos bonnes idées et on va essayer de voir si on peut pas monter un prochain comptoir avec potentiellement une réponse à ces questions. Alors, Bastien, j'ai développé un chatbot dans le cadre de mon mémoire de master pour aider les étudiants à s'inscrire au master d'une faculté, 2 mois, environ 1600 discussions. Ok.
Bah, c'est cool, merci Bastien de communiquer là-dessus. Enfin, tu vois, mais je te dis, c'est assez rare que les gens en parlent publiquement à travers, je sais pas, un article, etc. et tout. Souvent, ils aiment bien les annoncer, mais après, on ne sait pas trop derrière comment ça se Oui, passe parce et que comment c'est utilisé. ça implique des gros enjeux pour les entreprises, peut-être des budgets, et du coup, il faudrait mettre des résultats sur ces budgets-là. C'est un peu dommage, quoi. Il faut, je pense, on apprendrait, enfin, on pourrait apprendre des autres aussi. Très bien. En tout cas, moi, j'ai pas d'autres points. Ouais, bah, merci ouais, pour tous les sujets. Je pense que ça va bien nous être utile, que ce soit pour l'organisation d'un prochain comptoir ou même pour d'autres articles qu'on pourrait faire sur les chatbots. Ça nous aide à un peu cibler les sujets qui vous intéressent. Oui, merci à vous, c'était très sympa. Ah oui, du coup, Anne-Sophie vient de mettre un petit questionnaire dans le chat, donc je vous invite à y répondre, parce que c'est Ah un oui. format qui est assez nouveau pour nous à Octo, ce comptoir. Donc on est vraiment preneur de retour pour savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Donc je vous invite à cliquer sur le petit lien et à répondre au questionnaire. Ok, ben, sur ce, merci à tous ceux qui étaient là et ben, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée.